Paris s'endormait sous une pluie fine, ce soir-là. Dans l'appartement discret du 11e arrondissement, les lampadaires diffusaient une lumière jaune sur les rideaux à demi tirés. Étienne Morel, 35 ans, chef d'une petite imprimerie de quartier, croyait enfin avoir trouvé la paix depuis son mariage avec Adèle Vasseur. Une paix fragile, une paix trompeuse. Leur début avait été simple. Une rencontre arrangée par un ami commun, un dîner à Belleville, une promesse de sérénité. Adèle, avec ses cheveux noirs soigneusement tressés et ses manières discrètes, avait tout d'une femme tranquille. Étienne l'avait choisie parce qu'il cherchait une compagne sans drame, loin des tempêtes passées. Mais ce soir-là, quelque chose bascula. Après leur étreinte, Adèle se leva en silence. Étienne crut qu'elle allait simplement se laver ou boire un verre d'eau. Mais non. Elle marcha vers la porte de la chambre, tourna la clé dans la serrure et resta immobile quelques secondes, comme si elle écoutait. Puis elle revint s'allonger, blottie contre lui. Elle ne dit rien. Lui non plus. Pourtant, son cœur cognait dans sa poitrine. La nuit était épaisse. Le bruit des voitures s'éteignait peu à peu, remplacé par ce silence étrange qui semble précéder l'orage. Étienne fixait le plafond, incapable de fermer l'œil. Le claquement sec de la serrure résonnait encore dans sa tête. Pourquoi verrouiller la porte à deux, dans leur propre chambre, au cœur d'un appartement parisien sécurisé? Les jours passèrent. Étienne tenta d'ignorer le souvenir, mais le rituel se répéta. Toujours après leur moment d'intimité, Adèle verrouillait la porte, et chaque fois, elle murmurait quelque chose d'incompréhensible. Des sons gutturaux, rapides, comme une prière étrangère. Étienne retenait son souffle, feignant de dormir, mais son esprit notait chaque détail. La voix basse, le geste précis, le regard furtif qu'elle lançait vers lui avant de souffler la bougie. Un soir, il osa demander « Pourquoi verrouilles-tu toujours la porte ?» Adèle esquissa un sourire, presque amusé. « Tu attends quelqu'un ?» Sa réponse, trop légère, ne fit qu'épaissir le mystère. Étienne se mit à observer, à scruter ses gestes, à noter ses absences. Adèle sortait parfois sans explication, revenait les yeux rougis, prétendant avoir simplement prié à l'église. Mais il n'avait jamais vu cette église. Et parfois, au beau milieu de la nuit, elle se mettait à pleurer doucement, tournée vers le mur. L'appartement lui-même semblait changer. L'air devenait plus froid, même avec le chauffage allumé. Une odeur de cire brûlée flottait parfois au matin, bien qu'aucune bougie n'ait été allumée la veille. Étienne se réveillait en sueur, le cœur battant, persuadé qu'on l'observait. Le doute grandissait en lui. Était-ce une habitude anodine, une simple manie, ou bien autre chose? Une nuit, incapable de résister, Étienne attendit qu'Adèle s'endorme. Sa respiration devint régulière, douce. Alors, il se leva lentement, pieds nus sur le parquet glacé. Il marcha jusqu'à la porte. La clé était là, tournée vers l'intérieur. Il la prit entre ses doigts. Son souffle se suspendit. Lentement, il la fit pivoter. Un déclic, et soudain, une voix derrière lui. Claire, froide. Si tu ouvres cette porte ce soir, quelque chose te suivra dehors. Étienne se retourna brusquement. Adèle était assise dans le lit, éveillée, ses yeux grands ouverts, brillant dans la pénombre. Elle le fixait sans ciller, sans trembler. Ses cheveux encadrèrent son visage comme une ombre vivante. Le silence devint insoutenable. Aucun bruit de la rue, aucune voiture, aucune respiration sauf la sienne. Adèle répéta, plus bas encore. « Cette porte n'est pas verrouillée à cause de moi. » Étienne sentit un frisson parcourir son échine. « Alors, pour qui ?» demanda-t-il d'une voix éraillée. Adèle se leva lentement, sa chemise de nuit blanche glissant sur sa peau pâle. Elle s'approcha, ses pas résonnant comme des battements de cœur. Ses yeux restaient accrochés aux siens, sans un seul clignement. Et puis, elle murmura, presque inaudible, « C'est pour ce qui vient après. »
Un silence lourd s'abattit dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Étienne sentit ses mains trembler sur la clé, ses jambes vacillaient, et dans son esprit, une seule question tournait, obsédante. Qui avait-il vraiment épousé ? Le reste de la nuit, il ne dormit pas. Il resta assis au bord du lit, fixant Adèle qui, étrangement, semblait dormir paisiblement. Mais son esprit à lui, déjà, commençait à se fissurer. Car désormais, Étienne savait une chose. Ce mariage n'était pas ordinaire. Et la clé de cette porte n'était pas seulement de métal. Elle ouvrait sur un monde qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter. Les jours suivants tentèrent de ramener l'ordinaire. Paris reprit sa cadence. Les scooters pressés au feu rouge, les rires nerveux sous les auvents de café, la pluie de mars qui s'invite sans prévenir. Étienne Morel s'accrochait à ces signes banals comme à des bouées. Il rangeait l'atelier, classait des bons de commande, réparait une vieille relieuse, signait des devis. Chaque geste, simple, utile, devait réapprendre à son cœur la mesure. Mais dès qu'il poussait la porte de l'appartement du 11e, l'air changeait. Une fine tension s'y accrochait, invisible comme la poussière dans le faisceau des lampes. Adèle Vasseur, elle, restait égale à elle-même, polie, appliquée, d'une douceur presque irréelle. Elle préparait des soupes légères, pliait les draps avec une précision d'infirmière, souriait juste ce qu'il fallait, sans trop d'insistance. On aurait dit qu'elle vivait à côté de sa vie, parfaitement, proprement, comme si tout bruit la dérangeait. Étienne, à table, parlait de l'imprimerie, des livraisons en retard, de ce client qui voulait absolument une dorure à chaud sur un papier qui ne la supporterait pas. Adèle opinait, posait des questions sages, et puis, parfois, ses yeux se perdaient vers le couloir, juste une seconde, comme si elle écoutait une autre conversation derrière le silence. La nuit, pourtant, leur chambre redevint un rituel. Après l'étreinte, Adèle se levait. Un pas lent, un souffle retenu, la clé tournait. Clac! Elle restait là, doigt posé sur la poignée comme on tient une promesse ou un secret. Étienne comptait ses respirations. À la troisième, elle murmurait pas un mot, mais un flux, quelque chose de souterrain, de rauque, que le français n'habille pas. Puis elle revenait, s'allongeait au bord du lit, face au mur. Sa nuque offrait à la lumière une pâleur de porcelaine. Elle fermait les yeux, et c'était fini pour la nuit, ou presque. Un soir, il essaya de bousculer la surface. « Adèle, tu n'as toujours pas présenté ta famille, ta mère, tes frères s'il y en a. Je pourrais appeler la mienne, on pourrait organiser un dîner. » Elle sourit, un sourire appris, poli, et posa la serviette à côté de l'assiette. « Bientôt, Étienne, laissons le temps faire son travail. Le temps fait aussi oublier, tu sais. Oublier n'est pas forcément perdre, » répondit-elle doucement. Il ne sut pas quoi répondre. Ce ton calme était un mur. On ne s'y cognait pas. On y glissait, impuissant. Le lendemain, sa mère à lui proposa de passer déposer des gâteaux. Étienne hésita, puis accepta. Il n'en parle pas à Adèle. La rencontre serait simple. Une poignée de main, un sourire, la chaleur du réel. Les choses s'aligneraient. Il fallait bien qu'elles s'alignent. Sa mère monta les 2 étages, essoufflée, heureuse. L'odeur du sucre et du beurre remplissait le palier. Étienne ouvrit. Dans la minute, il réalisa qu'Adèle avait disparu. Chambre, porte refermée, silence étanche. Il entretint la conversation, fit visiter l'atelier de Fortune au salon, rit trop fort. 10 minutes passèrent, 15. Quand Adèle revint enfin, ses yeux étaient brillants, et leur contour rougi trahissait une lutte contre des larmes ou contre un sommeil trop lourd. Elle embrassa la mère d'Étienne avec une délicatesse irréprochable, remercia pour les gâteaux, s'assit sans s'attarder. Ce fut cordial, ce fut court. La nuit qui suivit, elle ne ferma pas l'œil. Étienne la vit s'asseoir au pied du lit, dos contre le cadre, les mains jointes. Elle pria.
pas avec la ferveur fiévreuse de ceux qui demandent, mais avec la gravité de ceux qui gardent. Par moments, sa voix descendait à un timbre ancien, voilé, presque rauque, comme si une autre mémoire parlait à travers elle. Étienne resta couché, immobile, traversé d'un froid qui ne venait ni de la fenêtre, ni du radiateur. Au matin, il tenta un geste, glisser un bras autour de ses épaules. Elle se déroba avec une douceur infinie. « Pas aujourd'hui », chuchota-t-elle. Il n'insista pas. Il sortit, marcha longtemps. Place Voltaire, il s'assit sous un ciel sans relief. Son téléphone vibra. Hugo, l'ami qui les avait présentés. « Tu as l'air absent depuis quelque temps. Tout va bien. » Étienne eut envie de lui lancer la nuit au visage. Les clés, les murmures, la prière basse comme un grondement. Il écrivit « On se voit ce soir ?» Puis effaça. Puis réécrivit. Ils se retrouvèrent dans un bar presque vide, près du métro Saint-Maur. Les verres sonnaient, clairs sur le zinc. La musique, trop molle, ne couvrait rien. « Dis-moi sincèrement, Hugo, tu connaissais vraiment Adèle ?» Hugo haussa les épaules, gêné. « On m'a parlé d'elle. Une fille sérieuse, très croyante, discrète. J'ai pensé que cette douceur te ferait du bien. C'est ce que tu demandais, non ? » « Je demandais la paix, Hugo. Pas l'absent. » Hugo eut un vague rire. La paix et l'absent se ressemblent parfois. Étienne regagna l'appartement vers 23 heures. La pluie frappait les garde-corps comme des doigts impatients. Il déposa sa veste, traversa le couloir. La chambre était plongée dans une pénombre calme. Adèle dormait, ou faisait semblant. Sa respiration feinte, d'une régularité parfaite, lui rappela les métronomes qui mesurent le temps, mais n'en sentent pas le poids. Il éteignit les lumières du salon, et au moment de revenir, un reflet lui accrocha l'œil. L'armoire d'Adèle, entr'ouverte d'un doigt. Il s'approcha. Les chemises alignées, les pulls nets, la douceur d'une laine encore tiède, rien à voir, si ce n'est ce pan de tissu qui ne tombait pas droit. Derrière, plus bas, presque au ras du parquet, une petite façade de bois encastrée, un tiroir qu'on ne devinait pas, un secret de menuisier. Étienne posa la main. La façade vibra subtilement, comme si le bois respirait. Il pinça les lèvres, tira. Résistance. Il tira un peu plus fort. Résistance. Le cœur cognant, il chercha une prise. Puis il comprit. Verrouillé. Étienne ? Sa voix derrière lui, presque tout près. Il se retourna. Adèle dans l'encadrement, peignoir resserré, les cheveux relâchés sur les épaules. Son visage était lisse, mais ses yeux ne l'étaient vraiment pas. J'allais refermer, dit-il stupidement. Elle hocha la tête, lentement. Certaines choses sont personnelles. Elle traversa la pièce, ajusta une manche, caressa un pli, des gestes de couturière qui réparent une dignité froissée. Puis referma l'armoire du bout des doigts. Rien dans son ton ne blâmait, et c'était pire qu'un reproche. Cette nuit-là, Étienne ne chercha pas la clé. Il resta immobile, les yeux ouverts sur un plafond trop blanc. Ses pensées tournaient en rond autour d'un noyau noir. Qu'est-ce que j'ai épousé ? La réponse ne vint pas. Quelque chose d'autre, oui. Vers 3 heures, une odeur nouvelle se glissa sous la porte. Une fumée douce, pas tout à fait sucrée, avec une pointe métallique. Étienne se redressa. La chambre était éteinte, mais une lueur passait par la fente du bas. Une lueur inconstante qui tremblait. Il posa le pied au sol. Le froid le saisit jusqu'aux dents. Il avança, tendit la main vers la poignée, verrouillée, se baissa, colla l'œil contre l'interstice. La lumière venait d'une une flamme haute, fine, bleue au cœur, posée quelque part à l'intérieur. Il ne comprenait pas. À l'intérieur de quoi ? La lueur palpitait comme un pouls, et, avec elle, un son presque imperceptible, pas un chant, pas une parole, quelque chose comme une corde frottée au loin, à l'intérieur d'une pierre. N'ouvre pas. La voix d'Adèle, nette, parfaitement éveillée, sans agressivité. Étienne se retourna. Elle était assise sur le lit, dos droit, les mains posées à plat sur les draps. Pas de surprise dans ses yeux. Plutôt une certitude usée. « N'ouvre pas ce soir, s'il te plaît. » Il recula d'un pas.
Le « s'il te plaît » n'était pas une formule, c'était une digue. Le matin, la lueur n'existait plus. La chambre retrouvait sa lumière triste de fin d'hiver. Étienne passa la main sur le carrelage près de la porte, sans raison. Il s'arrêta net. Sous son pouce, un relief. Il souleva le tapis. Un cercle brun, brûlé, parfaitement tracé, marquait le sol. Au centre, rien, si ce n'est un sillon très fin, griffé dans l'émail comme par la pointe d'un compas. Une ligne unique. Un mot s'y devinait, à peine. Retour. Le cœur d'Étienne se déroba. Il remit le tapis d'un geste, comme on couvre un mort trop tôt. Dans la cuisine, Adèle beurrait calmement des tartines. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard sans aspérité, il crut voir passer une fatigue si ancienne qu'elle ne portait plus de nom. « Tu pars tôt » demanda-t-elle. « Oui, oui. » Il sortit. La ville lui sembla soudain mal éclairée, comme si les lampadaires étaient fatigués de veiller. À l'atelier, il appela Hugo, puis raccrocha avant la première tonalité. Il composa le numéro encore une fois. La sonnerie se perdit dans un vacarme de pluie. Une pensée traversa son crâne comme un clou. Si je veux savoir, je dois remonter avant moi, avant Paris, avant l'armoire. Il ouvrit l'ordinateur, chercha. Le nom d'Adèle sur les réseaux donnait peu de choses. Un profil discret, presque vierge. Des traces administratives indiquaient une adresse ancienne, près de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Une autre mentionnait Saint-Didier, un village fantôme sur une route secondaire. Puis plus rien, un trou. Le soir, il revint décidé à poser des questions franches. Il entra. Adèle rangeait déjà, comme si elle l'attendait. Elle coupa l'eau, s'essuya les mains sur un torchon. Il prit une inspiration. Pourquoi retour ? Le mot tomba entre eux comme une pierre dans un puits. Il vit le visage d'Adèle se raidir. Pas de peur, pas de colère. Un arrêt, net, comme une respiration qu'on oublie de reprendre. « Où as-tu vu ça ?» demanda-t-elle. « Là où tu sais. » Un silence dense. Adèle posa le torchon. Elle se redressa, les épaules soudain droites comme un verdict. « Écoute-moi, Étienne. Si je t'explique, tu partiras. Si je ne t'explique pas, tu partiras aussi. Alors je choisis de te demander une seule chose. Ne touche pas aux serrures la nuit, ne touche pas aux tiroirs, ne touche pas aux miroirs. Pas encore. »« Encore ?» répéta-t-il. Elle ferma les yeux une seconde, les rouvrit avec une douceur désarmante. « Laisse-moi le temps de trouver une vérité qui ne te détruira pas. » Il sentit à la fois l'envie de la serrer contre lui et de la secouer jusqu'à ce que les réponses te tombent. Il ne fit ni l'un ni l'autre. La soirée passa dans un calme feutré, presque faux. Ils dînèrent, ils ne se disputèrent pas. Ils firent l'amour, doucement, longuement, comme si la tendresse pouvait couvrir un gouffre. Puis, très simplement, Adèle se leva. La clé tourna. Clac. Elle murmura. Étienne ferma les yeux, faussement. Il attendit que sa respiration s'apaise. Quelques minutes. Puis il se leva, comme en transe, et marcha vers la porte. Sa main glisse sur le métal froid. Il ne chercha pas à tourner. Il se contenta de sentir la présence de la clé sous sa paume. De l'autre côté, le silence n'était pas vide. Il pesait, il regardait. Derrière lui, le parquet craqua. Il se retourna. L'armoire d'Adèle, fermée, vibra très légèrement, comme sous l'effet d'un souffle. Un souffle venu de l'intérieur. Étienne s'approcha, le cœur au bord des lèvres. Il pose l'oreille contre le bois. Rien. Puis, très loin, très bas, comme dans une pièce sous la pièce, un froissement, le remous d'un tissu. Et un tic, un seul, d'horloge, de montre, d'autre chose. Il s'écarta, à demi révulsé, à demi fasciné. Alors seulement il vit, dans le miroir du placard, sa propre silhouette de dos. Et l'espace d'un battement, quelque chose derrière lui, debout à la place où il se tenait tout à l'heure, une seconde silhouette floue, haute, immobile, comme raturée par la lumière. Il se retourna si vite qu'il en eut la nausée. La chambre était vide, le lit lisse, la porte close. Seule la clé, dans sa paume moite, semblait plus lourde qu'un petit morceau de métal ne devrait l'être. Étienne. La voix d'Adèle, éveillée.
Pas un cri, une imploration ferme. Si tu ouvres cette porte cette nuit, ce qui attend ne cherchera plus à entrer. Il sera là. La clé lui glissa des doigts, tomba au sol dans un tintement sec. Ce bruit suffit à déplacer quelque chose dans l'air, 1 millimètre d'invisible. Au même instant, de l'autre côté, la poignée bougea d'elle-même, une pression lente, amicale, patiente, comme la main d'un invité qui sait que, tôt ou tard, on finira bien par lui ouvrir. Le tintement de la clé n'avait pas fini de mourir qu'un bruit plus discret, derrière lui, s'ajouta. Clic. L'armoire venait de s'entrebâiller de 2 millimètres, et un souffle glacé en sortit, portant avec lui une odeur ténue de cire froide. Étienne n'osa plus respirer. La poignée de la porte reprit sa place, docile. Dans le petit interstice de l'armoire, quelque chose brilla. Pas une flamme, pas un regard. Le reflet minuscule d'un métal poli, rond comme un œil ou comme un miroir. La voix d'Adèle, tout près, sans qu'il l'ait entendu se lever, murmura « Ne bouge plus ». Et la lumière, au cœur de l'armoire, se mit à battre. Le lendemain, Étienne décida de ne pas retourner directement à l'imprimerie. Il marcha dans Paris au hasard, longeant les façades humides du Marais, s'arrêtant devant les vitrines ternes de librairies fermées. Tout dans la ville semblait banal, familier, rassurant. Mais pour lui, chaque reflet dans une vitre, chaque ombre au coin d'une rue, devenait une menace invisible. Il pensait à l'armoire, à ce souffle glacé qui s'en échappait, et à ce miroir aperçu une fraction de seconde, comme un œil posé dans le noir. Plus il y repensait, plus une certitude l'étouffait. Quelque chose vivait dans cet appartement. La nuit suivante, Adèle verrouilla la porte comme à son habitude. Mais cette fois, Étienne remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu. Après avoir tourné la clé, elle posa son front contre le bois, ferma les yeux et souffla quelques mots en latin. Ce n'était pas une prière de messe, c'était autre chose, une formule. Étienne sentit son cœur se glacer. « Ah Adèle, que dis-tu » murmura-t-il. Elle se retourna lentement et son regard le traversa comme si elle n'entendait pas vraiment sa question. Rien, juste un reste de rêve. Elle se recoucha, mais il savait, elle mentait. 2 jours plus tard, au bureau, Étienne reçut un appel d'Hugo. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre soir. Tu devrais peut-être aller voir du côté de son ancien village. J'ai entendu son nom associé à une histoire bizarre là-bas. » Étienne blêmit. « Quelle histoire ? Je ne sais pas exactement. Mais on m'a dit qu'il y avait eu un décès. » Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il raccrocha sans répondre. Ce soir-là, il rentra plus tôt que d'habitude. L'appartement baignait dans une lumière étrange, comme filtrée par une brume invisible. Dans la cuisine, Adèle préparait du thé. Ses gestes étaient mécaniques, trop parfaits. Étienne s'assit face à elle, incapable de détourner les yeux. « Adèle, dit-il d'une voix ferme, qu'est-ce que tu caches dans ce tiroir ?» Elle se figea, la théière encore dans la main. Le silence dura de longues secondes. Puis, sans lever les yeux, elle répondit « Certaines choses doivent rester fermées. »« Pourquoi ?» Elle posa enfin la théière, leva son visage vers lui. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, mi-larme, mi-défi. « Parce que chaque serrure a une raison, et celle-là protège bien plus que toi et moi. » Étienne sentit sa gorge se serrer. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sec résonna dans le couloir, comme un pas, lent, lourd. Mais ils étaient seuls. Ils se figèrent tous les deux. Le pas se répéta. Étienne se leva d'un bond, ouvrit brusquement la porte du couloir, vide. Rien qu'un courant d'air glacial. Mais quand il baissa les yeux, il vit à nouveau cette marque gravée dans le carrelage. Elle s'était allongée. Le mot « retour » s'étendait désormais en lettres plus larges, comme si une main invisible poursuivait son œuvre nuit après nuit. Adèle se tenait derrière lui, immobile. Sa voix, basse, glissa comme un scret. « Je t'avais prévenu. » Étienne se retourna vers elle, tremblant. « Prévenu de quoi ?» Elle le regarda longuement, et son visage semblait soudain porter 100 années de fatigue. « Ce qui vient la nuit ne vient pas pour moi, Étienne, ça vient pour toi. »
Un silence lourd tomba. Puis, comme pour sceller ces mots, toutes les ampoules de l'appartement clignotèrent en même temps. La lumière se coupa une seconde. Et, dans ce noir absolu, Étienne entendit distinctement une respiration qui n'était pas la leur. Étienne ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis sur le bord du lit, le souffle court, guettant chaque craquement du parquet, chaque variation d'air. Adèle, elle, s'était recouchée sans un mot, comme si ce qui venait de se passer n'était qu'une routine pour elle. Au petit matin, son visage reposé semblait celui d'une femme ordinaire. Une femme qu'on croise dans un café, qu'on salue d'un signe de tête. Rien de plus, rien de moins. Pourtant, derrière cette normalité se cachait une vérité qu'Étienne sentait prête à éclater. Il décida de retourner voir Hugo. Ils se retrouvèrent dans un petit troquet du 18e arrondissement, près de Barbès, un de ces cafés où l'odeur de café brûlé se mélange au rire fatigué des habitués. Étienne entra, les traits tirés. Hugo, accoudé au comptoir, le fixa avec inquiétude. « Tu n'as pas l'air bien, vieux. » Étienne s'assit, commanda un noir sans sucre. Ses mains tremblaient. « Tu m'as parlé d'un décès. De quoi s'agit-il exactement ?» Hugo hésita, se passa la main sur le front. « J'ai entendu ça par un cousin qui vit du côté de Saint-Didier, dans la Drôme. Il m'a dit qu'Adèle avait déjà été mariée, là-bas. » Étienne sentit son cœur s'arrêter. « Mariée ? Oui. Son mari serait mort de façon étrange. Certains disent une maladie soudaine, d'autres qu'il aurait hurlé son nom juste avant de s'effondrer. » Le café semblait tourner autour d'Étienne. Il serra son verre entre ses doigts, le liquide trembla. « Et personne n'a enquêté ?» Hugo secoua la tête. « Dans ces villages, tu sais, les choses se taisent. On met un voile dessus. On dit que c'est la volonté de Dieu. Et on passe à autre chose. » Étienne resta silencieux, mais à l'intérieur, une décision germait. Il devait aller là-bas. 2 jours plus tard, il prit la route. Son prétexte pour Adèle fut simple. Un séminaire professionnel à Avignon. Elle hocha la tête, sans poser de questions, comme toujours. Trop docile, trop parfaite. Cela en devenait presque terrifiant. La voiture filait sur l'autoroute, avalant les kilomètres. Plus il s'éloignait de Paris, plus l'air changeait, moins bruyant, plus épais. À mesure qu'il s'approchait de la Drôme, une sensation sourde lui serrait la poitrine. Il arrive à Saint-Didier, un village recroquevillé au pied d'une colline où les volets clos semblaient surveiller les passants. La place centrale, dominée par un vieux manguier d'Europe, accueillait un groupe d'hommes âgés, assis comme des statues vivantes. Leurs conversations se coupèrent net quand ils le virent. Étienne sentit leur regard peser sur lui. Pas de curiosité, pas de bienvenue, mais comme une évaluation, comme si chacun savait qui il était déjà. Il poursuivit son chemin, mais l'un des anciens murmura quelque chose. Une phrase rapide, en patois local. Étienne ne comprit pas, mais le tremblement du corps d'Adèle, lorsqu'il lui en parlerait plus tard, lui confirmerait qu'elle, oui, avait compris. Il trouva sans difficulté la maison. Une bâtisse abandonnée, aux murs fissurés, que la poussière avait recouverte comme un linceul. Il poussa la porte grinçante. L'air était froid, humide, et une odeur de moisi lui emplit les narines. Dans le salon, des cadres vides pendaient encore au mur. Mais derrière l'un d'eux, en fouillant, il découvrit un papier plié avec soin. Une lettre ancienne, à moitié effacée. Les premiers mots suffirent à le glacer. « Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont retrouvé. » Étienne n'eut pas le temps de lire davantage. Un bruit derrière lui le fit sursauter. Des pas, lents, mesurés. Il se retourna. Personne. Mais le courant d'air glacé qui parcourut la pièce lui fit comprendre qu'il n'était pas seul. Il plia le papier à la hâte, le glissa dans sa poche et sortit en courant. Dehors, le soleil commençait à tomber. Les anciens le fixaient toujours, impassible, comme s'il savait exactement ce qu'il venait de découvrir. Étienne regagna sa voiture, le cœur battant à tout rompre, mais quand il s'assit derrière le volant, il sentit une présence dans son dos. Il se retourna brusquement. Sur le siège passager, posé bien droit, comme si quelqu'un venait de l'attacher avec soin, reposait un objet. Un foulard rouge, le même qu'Adèle avait un jour sorti de son tiroir.
Étienne resta pétrifié. Et, dans ce silence suffocant, une voix douce résonna derrière son oreille. « Je t'avais dit qu'il ne fallait pas revenir ici. » Il hurla, mais personne, dans tout le village, ne réagit. Étienne conduisit à vive allure, laissant derrière lui les pierres grises de Saint-Didier et les regards lourds des anciens. Le foulard rouge restait sur le siège passager. Il n'osa pas le toucher. Chaque fois que son regard y revenait, il avait l'impression que le tissu bougeait, respirait presque, comme si un cœur battait en dessous. Il roula jusqu'à Montélimar avant de s'arrêter dans un hôtel de fortune, une bâtisse fatiguée au néon qui clignotait. Il prit une chambre au 2e étage, claqua la porte et s'assit sur le lit défait. Le foulard rouge, il l'avait pris avec lui, malgré sa peur. Il le posa sur la table de chevet. Les heures passèrent dans un silence oppressant. Étienne fixait ce bout de tissu comme on fixe une plaie ouverte, et plus il le fixait, plus une certitude grandissait en lui. Ce foulard était la clé. Mais la clé de quoi? De qui? À 3 heures du matin, il céda. Ses mains tremblaient lorsqu'il défit lentement le nœud. Le tissu s'ouvrit, révélant un petit miroir au bord terni. Mais le reflet ne montrait pas la chambre, pas son visage, pas la lampe jaunâtre. Le miroir montrait une autre pièce, une pièce obscure, poussiéreuse, où 3 femmes en robe blanche priaient, le dos tourné. Au centre, posé sur une natte, un nourrisson pleurait. Son cri résonnait dans la tête d'Étienne, comme s'il sortait du miroir lui-même. Pris de panique, il lâcha l'objet qui tomba sur le sol dans un bruit sourd. Le reflet disparut aussitôt. Il resta figé, la respiration haletante, incapable de bouger. Puis, il ramassa le foulard, referma le miroir avec rage et le jeta dans la valise. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Au matin, il reprit la route vers Paris. Quand il entra dans l'appartement, Adèle l'attendait déjà. Elle se tenait dans la cuisine, dos tourné, lavant calmement des légumes. Étienne posa sa valise, et le bruit fit sursauter légèrement sa femme. Elle se retourna, ses yeux plongés dans les siens. « Tu es rentré plus tôt ?» dit-elle doucement. « Oui », répondit-il sèchement. Il hésita, puis sortit le foulard de la valise et le posa sur la table. Adèle blêmit, ses lèvres tremblèrent, ses mains cessèrent de bouger. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. « À Saint-Didier, dans ton passé, là où ton mari est mort. » Adèle s'effondra sur une chaise. Ses yeux s'embuèrent de larmes silencieuses. « Tu n'aurais pas dû. Étienne, certaines portes ne doivent pas être rouvertes 2 fois. Alors explique-moi, cria-t-il. Depuis notre mariage, tu verrouilles la porte après l'amour. Tu pries dans une langue que je ne comprends pas. Tu caches des miroirs qui montrent des choses impossibles. Qu'est-ce que tu me fais vivre? Qui es-tu vraiment ?» Adèle garda le silence de longues secondes. Puis elle leva enfin les yeux, et dans son regard brûlait une fatigue infinie. « Tu veux la vérité ?»« Oui. » Elle inspira profondément, ses mains jointes sur la table. « Je suis la dernière fille d'une lignée qui n'aurait jamais dû se marier. Ma mère me l'a dit dès l'enfance. L'amour pour moi n'est pas un cadeau, c'est une condamnation. » Étienne sentit ses jambes trembler. « Et ton mari? Celui qui est mort ?» Les larmes d'Adèle roulèrent enfin, silencieuses, douloureuses. « Je l'ai aimé, mais l'esprit que ma lignée sert depuis des générations l'a pris. Je n'ai rien pu faire. Il a crié mon nom avant de mourir. Depuis, je fuis. » Étienne recula d'un pas, horrifié. « Et moi? Est-ce que tu m'as condamné aussi ?» Adèle tendit les mains vers lui, suppliante. « J'ai cru que tu étais différent, que peut-être toi, tu pourrais supporter la vérité. » Étienne secoua la tête, son souffle court. Mais avant qu'il ne puisse parler, un bruit sec retentit sur la vitre du salon. Un coup unique, clair, comme un avertissement. Adèle ferma les yeux, ses lèvres murmurèrent un seul mot. Ils sont arrivés. Le miroir, resté dans la valise entr'ouverte, vibra légèrement. La pièce entière sembla se figer après ce bruit sec sur la vitre. Étienne sentit la sueur perler sur son front. Son cœur battait si fort qu'il croyait que les murs eux-mêmes pouvaient l'entendre. Adèle n'avait pas bougé, assise, les mains jointes, le regard vide fixé sur le sol. Qui est arrivé ?
balbutia-t-il. Sa voix trembla malgré lui. Adèle leva lentement les yeux vers lui. Ses pupilles paraissaient plus sombres, comme englouties par une nuit intérieure. « Ceux qui suivent notre lignée depuis des siècles, dit-elle, les veilleurs, ils ne pardonnent pas. » Un silence épais tomba, seulement troublé par un grincement discret. La fenêtre vibrait, comme si quelque chose, dehors, caressait la vitre du bout des doigts. Étienne n'eut pas le courage de s'approcher. « Adèle, tu dois m'expliquer, » cria-t-il presque. « Qu'est-ce que tu m'as caché ?» Elle se leva lentement, sa chemise de nuit blanche tombant sur ses genoux. Elle avança vers lui, posa ses mains glacées sur ses joues. « Écoute-moi bien, Étienne. Je ne t'ai jamais menti sur ce que je ressens. Je t'aime. Mais cet amour est une trahison pour eux. Chaque fois que nous nous unissons, c'est comme une provocation. Ils ne veulent pas que la lignée se mêle aux hommes. Ils viennent chercher. Toujours. » Étienne recula, abasourdi. « Mais chercher quoi ? Moi ? Toi ?» Adèle détourna les yeux, ses lèvres tremblant. « Ils prennent ce qui rend l'amour réel. D'abord le souffle, puis la chair, et enfin l'âme. » Un bruit violent éclata, cette fois derrière la porte d'entrée. 3 coups secs, comme frappés par une main invisible. Étienne sursauta, son sang glacé. Adèle, elle, ne bougea pas. « Tu vois ?» murmura-t-elle. « Ce n'est plus un avertissement. Ils sont là. » Étienne, la gorge sèche, chercha un crucifix, une arme, n'importe quoi. Ses mains se posèrent sur la Bible poussiéreuse qu'il gardait dans le salon depuis la mort de son père. Il la saisit avec une force désespérée. « Je ne les laisserai pas entrer, » dit-il d'une voix qui se voulait ferme. Adèle le regarda. Ses yeux se remplirent d'une douleur infinie. « Tu ne comprends pas ? Ils sont déjà là. » La lumière s'éteignit brutalement, noir complet. Étienne sentit une présence derrière lui, glaciale, oppressante. Ses mains tremblaient autour du livre. Un souffle glacé passa à son oreille, trop réel, trop proche. Il se retourna d'un bond. Personne. Mais dans le miroir, resté entrouvert dans la valise, un reflet apparut. Pas celui de la chambre, pas celui d'Adèle. Un visage, pâle, aux yeux creux, fixait directement Étienne. Son souffle se coupa. Le miroir vibra, émit un son ténu, presque un gémissement. Étienne voulut détourner le regard, mais une force invisible l'y cloua. Adèle hurla soudain. « Ne le regarde pas !» Elle claqua le foulard rouge sur le miroir. Le reflet disparut aussitôt. Mais le silence ne revint pas. De l'autre côté de la porte, une voix grave et déformée murmura. « Il a vu. Maintenant, il nous appartient. » Étienne recula, le cœur au bord de l'explosion. Adèle s'agenouilla devant lui, les yeux pleins de larmes. « Pardonne-moi, Étienne. Je t'ai entraîné trop loin. » Le plancher sous leurs pieds craqua, comme si une force souterraine montait. Les murs tremblaient. Étienne se jeta vers Adèle pour la relever. Mais au moment où il la prit dans ses bras, toutes les fenêtres s'ouvrirent en même temps dans un fracas assourdissant. Un vent glacial emplit la pièce, éteignant chaque bougie, renversant chaque objet. Dans ce chaos, une silhouette sombre entra par la fenêtre, sans corps défini, juste une masse d'ombre mouvante. Elle se posta au centre du salon, immobile, et dans un souffle rauque, elle prononça le nom d'Étienne. La silhouette d'ombre restait immobile au milieu du salon. Ses contours bougeaient, comme de la fumée retenue dans un corps invisible. Aucun visage, aucune forme humaine nette. Juste cette masse sombre et une voix qui semblait sortir de partout à la fois. « Étienne !» Son prénom résonna dans la pièce comme un écho qui ne s'éteignait pas. Étienne serra la main d'Adèle si fort que ses jointures blanchirent. Mais elle, étrangement, ne tremblait pas. Ses yeux restaient fixés sur la silhouette. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurla Étienne, sa voix brisée par la peur. Un silence. Puis un souffle glacial traversa la pièce, faisant vibrer les murs. La voix reprit, grave, métallique. « Elle nous appartient. Toi, tu n'es qu'un intrus. » Étienne fit un pas en avant, la Bible serrée contre sa poitrine. « Non, elle est ma femme. Elle n'appartient à personne. » La silhouette sembla frémir, comme si le mot « femme » l'avait irrité.
Elle s'élança soudain, traversant l'espace en un souffle noir. Étienne leva instinctivement le livre devant lui. Un choc invisible fit reculer la masse. Elle gronda, un son rauque qui ressemblait à 1000 voix murmurant en même temps. Adèle, à genoux, ferma les yeux. Ses lèvres bougeaient. Elle priait dans cette langue étrangère, gutturale, que son mari ne comprenait pas. Chaque syllabe paraissait déchirer l'air. La silhouette se contracta, puis se redressa, furieuse. « Tu oses répéter leurs mots » rugit-elle. Étienne comprit alors que cette prière avait une puissance réelle, mais elle semblait aussi attirer davantage de rage. Les vitres claquèrent, la vaisselle tomba, des fissures serpentaires sortirent sur les murs. Il tira Adèle par le bras. « On doit sortir d'ici. » Mais elle secoua la tête, désespérée. « Non, si tu ouvres la porte, il nous suivra dehors. » Le plancher vibrait sous leurs pieds. Étienne jeta un regard affolé vers la fenêtre. Dehors, la rue de Paris semblait plongée dans un silence irréel. Plus aucun bruit de voiture, plus aucun pas, comme si le monde s'était figé. Puis, une chose effroyable se produisit. Le miroir, encore enveloppé dans le foulard rouge, se mit à trembler tout seul dans la valise. Les coutures du tissu se défirent, lentement, comme si une main invisible les dénouait une à une. Adèle hurla. « Ne le regarde pas. Étienne, promets-moi de ne pas le regarder. » Mais il était déjà trop tard. Un coin du miroir apparut. Étienne baissa les yeux, et dans le reflet, il ne vit ni lui, ni Adèle, ni la silhouette. Non. Il vit une petite église en ruine, des cierges renversés et 3 silhouettes encapuchonnées qui l'attendaient. Le souffle de la silhouette d'ombre se fit plus fort. Elle sembla sourire, même sans visage. Il a vu, il doit venir. Étienne détourna les yeux, terrorisé. Mais dans son cœur, une certitude naissait. Le miroir n'était pas seulement une fenêtre, c'était une invitation. Adèle attrapa le foulard, le remit sur le miroir, les mains tremblantes. Puis, elle s'effondra dans les bras d'Étienne, son visage couvert de larmes. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Chaque homme que j'ai aimé a été entraîné par eux. Tu es le dernier. » Étienne voulut répondre, mais à cet instant, la silhouette se mit à s'évaporer lentement, disparaissant dans l'air en laissant une odeur de cire brûlée et un froid mordant. Le calme revint brusquement, trop brusquement. Étienne et Adèle restèrent figés, respirant fort, incapables de bouger. Puis, du couloir, une voix humaine s'éleva, une voix claire, nette, comme celle d'un vieil homme. « Vous ne pouvez plus fuir, ouvrez-moi. » Quelqu'un frappait à leur porte. 3 coups sourds résonnaient encore contre la porte. Pas comme ceux de la nuit précédente, glacés et inhumains. Non, cette fois, c'était différent. C'était une main d'homme, une main réelle. « Ouvrez-moi » répéta la voix. « Vous ne pouvez plus fuir. » Étienne fixa Adèle, dont le visage était déformé par la peur. Elle secoua la tête frénétiquement. « Ne fais pas ça, Étienne. N'ouvre pas. » Mais déjà, les coups reprenaient, plus insistants. La poignée vibrait, comme si l'homme savait qu'ils étaient là, derrière. Étienne hésita. Son instinct criait de verrouiller tout, de rester silencieux. Mais une autre force, un mélange de curiosité et d'espoir, le poussa vers la porte. Il avança à pas lents, la Bible serrée dans une main, tandis qu'Adèle murmurait des prières rapides et tremblantes derrière lui. Il tourna la clé. La porte s'ouvrit en un grincement. Sur le palier, sous la lueur vacillante de la lampe du couloir, se tenait un vieil homme. Son manteau long et sombre lui donnait des airs de silhouette d'un autre siècle. Ses yeux, d'un bleu pâle presque translucide, semblaient transpercer les ténèbres. « Bonsoir, Étienne, » dit-il calmement. Le sang d'Étienne se glaça. Cet homme connaissait son nom. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la gorge sèche. Le vieil homme esquissa un sourire. « Un ami, ou plutôt celui qui a essayé de prévenir ta femme, il y a longtemps. » Il posa un regard lourd sur Adèle, qui s'était avancée timidement. Elle recula aussitôt, comme une enfant prise en faute. « Vous » murmura-t-elle. « Je vous croyais mort. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Pas encore, mais chaque jour, ils essaient. »
Il entra dans l'appartement sans attendre d'invitation. Étienne voulut protester, mais une autorité étrange émanait de lui, une force qui écrasait toute résistance. L'homme posa son manteau sur une chaise et s'assit, le souffle légèrement tremblant, comme si le simple fait d'être ici l'épuisait. « Vous devez m'écouter attentivement, dit-il. Ce qui vous arrive n'est pas nouveau. Cette lignée, la sienne, ajouta-t-il en désignant Adèle d'un signe de tête, a toujours été maudite. La première fille de chaque génération est liée par un serment ancien, un pacte que ses ancêtres ont scellé avec les veilleurs. » Étienne fronça les sourcils. « Les veilleurs ? C'est choses, pas des choses, » coupa sèchement le vieil homme. « Des gardiens, des créatures de l'entre-deux. Ils ne vivent pas, mais ils ne meurent pas. Ils observent, et quand une promesse est trahie, ils réclament leur dû. » Adèle éclata soudain. « Je n'ai rien demandé, moi. Je n'ai jamais voulu de cette malédiction. » Le vieil homme la fixa, impassible. « Pourtant, tu t'es marié, tu as osé briser la règle. Et lui, ajouta-t-il en pointant Étienne du doigt, en paiera le prix. » Étienne serra les poings. « Alors dites-moi comment briser ça. » Le vieil homme se pencha. Sa voix devint grave, presque un murmure. « On ne brise pas un serment, Étienne. On le rachète. Et le prix est toujours un sacrifice. » Un silence pesant envahit la pièce. Adèle pâlit, ses lèvres tremblaient. « Non, pas encore, cher, dit-elle dans un souffle. Je refuse. » Mais le vieil homme ne détourna pas son regard d'Étienne. La question n'est pas si elle refuse. La question est jusqu'où, toi, tu es prêt à aller pour la sauver. Étienne sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Sa main se crispa sur la Bible, ses yeux fixés sur le vieillard. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit violent retentit. Toutes les fenêtres claquèrent en même temps. Le miroir, enfermé sous le foulard rouge, se mit à vibrer si fort qu'il en tomba de la table, roulant jusqu'aux pieds du vieil homme. Le tissu glissa, révélant la surface brillante. Cette fois, aucun reflet trompeur. Pas d'église, pas de silhouette, juste un mot, gravé comme au fer rouge à travers le verre. Sacrifice. Le vieil homme pâlit. Pour la première fois, ses yeux bleus tremblèrent d'effroi. Le silence régnait dans le salon, oppressant, presque insupportable. Le mot sacrifice brillait encore dans le miroir, rougeoyant comme une braise vivante. Étienne, figé, sentait ses mains devenir moites, tandis qu'Adèle reculait lentement, ses lèvres murmurant une prière qu'il ne comprenait pas. Le vieil homme, lui, restait pétrifié. Ses yeux bleus, qui jusque-là semblaient inébranlables, s'étaient élargis sous l'effet d'une peur profonde. « Non, » murmura-t-il, « pas eux, pas maintenant. » Étienne éclata. « Expliquez-moi enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?» Le vieil homme inspira profondément. Ses mains tremblaient. Il finit par poser ses doigts ridés sur le miroir, sans oser le retourner complètement. « Cela signifie qu'ils exigent leur dû. Le serment a été brisé par ton mariage, Adèle. Et maintenant, l'équilibre doit être rétabli. »« Leur dû ?» s'écria Étienne. « Mais quel dû ?» Le vieillard baissa la tête. Sa voix devint grave, lente, comme un juge qui prononce une sentence. Un sacrifice de sang, pas un symbole, pas une prière, du sang réel, celui de la lignée ou celui de l'homme qui a osé l'aimer. Les jambes d'Étienne se dérobèrent presque. Il recula, choqué, avant de lancer un regard à Adèle. Elle secouait frénétiquement la tête, des larmes roulant déjà sur ses joues. « Non, Étienne, tu n'as rien à voir avec ça, c'est moi qu'ils veulent. » Mais le vieil homme la coupa. « Pas seulement toi. Si tu meurs, ils prendront ton enfant quand tu en auras un. Si tu te sacrifies, la malédiction retombera sur la génération suivante. Le seul moyen de briser la chaîne, c'est qu'un homme, par amour, donne son sang à leur place. » Étienne sentit le sol se dérober. Il se tourna vers Adèle, abasourdi. « Tu savais ça ?» Elle secoua la tête, incapable de parler. Ses lèvres tremblaient, son souffle se brisait. Puis, elle s'approcha, prit les mains d'Étienne dans les siennes. « Écoute-moi, je ne veux pas que tu souffres pour moi. J'ai déjà vécu avec cette malédiction toute ma vie. Je suis prête à tout affronter seule. Mais pas toi, pas toi.
Étienne, les yeux embués, la serra contre lui. Son esprit se déchirait entre deux vérités, la peur de mourir et la terreur de la perdre. Le vieil homme, d'une voix basse mais ferme, trancha. « Vous n'avez pas beaucoup de temps. Cette nuit est décisive. À l'aube, s'il n'y a pas de sacrifice, les veilleurs prendront ce qu'ils veulent, et ils ne s'arrêteront pas à vos murs. » Un grondement sourd secoua l'immeuble, comme si quelque chose, en dessous de Paris, respirait lentement, attendant le moment de frapper. Étienne se leva brusquement, le cœur en feu. « Alors dites-moi quoi faire. Où? Comment ?» Le vieil homme soutint son regard. « Au cimetière de Montparnasse, à minuit, là où la terre est la plus fine entre eux et nous. Tu viendras avec le miroir, tu choisiras. Et eux décideront si ton sacrifice est accepté. » Adèle éclata en sanglots, s'accrochant au bras de son mari. « Non, je t'en supplie, Étienne, ne fais pas ça. On peut fuir, quitter Paris, disparaître. » Mais le vieil homme secoua lentement la tête. « On ne fuit pas les veilleurs. Où que vous alliez, ils trouveront votre odeur. » Étienne ferma les yeux. Une seule pensée tournait dans son esprit. Fuir ou affronter. Mais déjà, une troisième option se formait dans son cœur. Défier. À cet instant précis, toutes les ampoules explosèrent dans l'appartement, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Le miroir vibra une dernière fois et un nouveau mot apparut, sanglant, brûlé dans le verre. Choisi. Étienne sentit une main glaciale se poser sur son épaule. Mais quand il se retourna, personne. L'appartement était plongé dans une obscurité presque totale. Seules les lueurs orangées des lampadaires de la rue filtraient à travers les rideaux. Étienne resta figé, les yeux rivés sur le mot gravé dans le miroir. « Choisissent ». Adèle, effondrée sur le sol, pleurait en silence. Le vieil homme, lui, restait immobile, le regard perdu dans le vide, comme si lui aussi avait peur de ce qu'il avait toujours su. « C'est un piège !» souffla Adèle, la voix tremblante. « Étienne, ne les écoute pas. Ils veulent te pousser à te donner. Ils savent que tu m'aimes. Ils savent que c'est ta faiblesse. » Étienne passa une main sur son visage, la respiration haletante. « Et si je ne fais rien ?» Le vieillard leva lentement la tête, ses yeux bleus transperçant la pénombre. « Alors ils prendront ce qu'ils veulent, elle ou toi, peut-être les deux, mais pas d'issue sans choix. » Un silence lourd remplit la pièce. Étienne se leva brusquement et se mit à marcher en rond. Comme une bête enfermée, son esprit tournait à toute vitesse. Il s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, la rue de Paris paraissait figée, morte. Pas un bruit de moteur, pas un pas dans la nuit. Le monde entier semblait suspendu à leur décision. « Tu n'iras pas, » dit Adèle d'une voix ferme. « Tu m'entends, Étienne ? Tu n'iras pas. » Elle s'approcha, s'accrocha à lui, le regard suppliant. Ses larmes brûlaient contre sa chemise. « J'ai survécu toute ma vie avec ce poids. Je peux continuer. Mais toi, si je te perds, tout s'effondre. » Étienne posa ses mains sur ses joues, la fixa droit dans les yeux. « Adèle, je préfère mourir libre que vivre en fuyant chaque nuit, chaque ombre. » Le vieil homme intervint, sa voix tranchante comme une lame. « Ce n'est pas seulement ton destin à toi. Comprends-le enfin. Si tu acceptes, la lignée peut être libérée. Si tu refuses, les veilleurs garderont leur emprise pour des générations. » Adèle hurla presque. « Et toi ? Pourquoi tu parles comme si tu connaissais déjà tout ça ? Qui es-tu vraiment ?» Le vieil homme détourna les yeux. Ses lèvres tremblèrent avant de murmurer. « J'ai aimé une femme de ta lignée. Elle s'appelait Madeleine. J'ai refusé le sacrifice. Et depuis 50 ans, je paye le prix. » Un silence glaçant s'abattit. Étienne recula, choqué. Adèle, elle, pâlit jusqu'aux lèvres. « Madeleine, c'était ma grand-mère. » Le vieil homme hocha la tête, ses yeux brillants d'une douleur ancienne. « Oui, et je porte encore sa marque. » Il tire la manche de son manteau. Son bras était couvert de cicatrices noires, comme des griffes brûlées dans sa chair. Étienne sentit sa gorge se serrer. Tout devenait terriblement réel. Le vieillard se leva, lentement, en s'appuyant sur sa canne.
À minuit, Montparnasse, c'est ta seule chance. » Il remit son manteau et marcha vers la porte. Avant de disparaître dans le couloir, il ajouta d'une voix sourde : « N'arrive pas en retard. Eux, ils n'attendent jamais. » La porte claqua derrière lui. Étienne resta figé, le souffle court. Adèle s'accrocha à lui, ses yeux suppliants, cherchant désespérément une échappatoire. « Ne fais pas ça, Étienne, je t'en supplie. Si tu y vas, je te perds. » Il pose son front contre le sien, sa voix basse et brisée. « Et si je n'y vais pas, je te perds aussi. » L'horloge du salon sonna 11 heures. Le temps s'écoulait, implacable. Étienne regarda le miroir, toujours au sol, le mot « choisi » gravé comme une plaie ouverte. Une certitude grandissait en lui. À minuit, il devrait marcher dans les ténèbres. Et dehors, invisible, une ombre attendait déjà.